Voilà, alors peut-être pour commencer cette table ronde, retour d'expérience sur des rénovations globales de copropriété, on peut peut-être faire un premier tour de table de présentation, que vous nous présentiez en deux mots succinctement, qui vous êtes, qui vous représentez. Allez, Olivier. Alors, dans l'inverse, mais c'est très bien, et je suis là du bon côté. Donc, je suis Olivier Safar, je suis syndic de copropriété et président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, c'est-à-dire les représentants syndicaux de tous les syndics sur la partie connaissance des immeubles, et notamment spécialiste de la rénovation énergétique, parce que je suis en même temps membre du conseil d'administration de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Voilà, Éric Balèche. Bonjour à tous. Donc, Spebi, donc je suis le directeur commercial de la société Spebi, qui est une entreprise du bâtiment spécialisée en rénovation énergétique, donc avec une multitude de vertus, notamment le désamiantage. Et justement, on étalera davantage tout à l'heure la possibilité de travailler avec des lots complémentaires. Bonjour à tous. Il faut le tenir Bonjour à proche, tous, Lucien comme ça. Hirtz, je représente la société Cnova. Donc Cnova est une agence de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui accompagne les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Voilà. Voilà, on va y revenir. Raphaël Claustre, Île-de-France Énergie. Alors, je ne sais pas s'il est ouvert. Si, il est ouvert. Il marche. On va le régler. Si, c'est bon, il marche. Raphaël Claustre, Île-de-France Énergie, qui est l'opérateur de la région Île-de-France, qui s'occupe de rénovation énergétique, à la fois de manière très concrète en accompagnant les copropriétaires et puis sur des programmes d'information, de sensibilisation. Voilà, et vous, pour terminer. Julien Gibert, responsable d'agence chez la société VTI. Donc nous sommes, un fabricant système de ventilation spécialisé dans la rénovation. Voilà, merci pour ce premier tour de table de présentation. Alors, on avait dit, même punition, hein, cher public, on avait dit on va faire un premier tour de table de présentation. Chacun va avoir des petites diapos à nous présenter pour parler, évoquer son cœur de sujet. Et ensuite, on aura un temps d'échange, comme on l'a fait tout à l'heure, de questions-réponses avec vous, cher public. Alors, on avait prévu que Olivier Safar commence effectivement sur la partie syndic. Et la question qu'on se posait, c'est comment embarquer les copropriétés dans un projet de rénovation globale. Il y a également, je vais donner la Je veux bien la zapette voilà. pour, Il y a la pour les zapette pour slides, avancer. en tout cas. Merci. Alors, c'est un point important. Moi, je vais vous donner juste un avis de ce qui s'est passé, de ce que l'on a fait et des difficultés qu'on a rencontrées. L'exemple, c'est simple, c'est une tour Henri Ribière. La tour Henri Ribière, elle se trouve place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris. Vous voyez sa couleur aujourd'hui, c'est pas celle-là. Là, elle était marron, puisqu'à l'époque, c'était ce type de tour. Et on est arrivé effectivement proposer des travaux très importants pour une rénovation énergétique et globale de la copropriété. Pourquoi importante? Parce que c'est compliqué, c'est du temps, c'est expliquer les choses. Donc le but du jeu, au départ, quand on est syndic et quand on porte le projet, c'est d'arriver à embarquer les copropriétaires et le conseil syndical. Quand je dis les embarquer, ce terme est clair, c'est les emmener sur un bateau. Et quand je dis en bateau, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous allez être tranquille, ça marchera, et à d'autres moments, vous allez avoir, j'allais dire, quelques vagues peut-être importantes, quelques difficultés ou quelques, on va dire, grains un peu importants qu'il va falloir affronter. Mais le but du jeu, c'est ça. Deuxième rôle, c'est de constituer une équipe. Pourquoi? Parce qu'on n'y va jamais seul. Et jamais seul, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut le syndic, qu'il faut un architecte, qu'il faut un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, un ingénieur financier et surtout le conseil syndical. Et ça, c'est le point important. La plupart des immeubles considèrent que, effectivement, si le conseil syndical n'adhère pas, s'il n'avance pas, vous n'avancerez pas, même si le syndic veut le faire. C'est le point important. C'est équipe spéciale travaux, conseil syndical et syndic. Un qui bloque, rien n'avance. Et là, c'est là où vous allez devoir effectivement constituer vos équipes complémentaires à côté. Le but du jeu, c'est quoi? Ça va être d'expliquer aux copropriétaires qu'on va réaliser des économies d'énergie. Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, sur les dossiers, on vise un gain énergétique de 35%. 35%, certains me disent c'est extraordinaire, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. C'est pas vrai.
On y arrive dans certains immeubles. Et dans certains immeubles, on obtient le résultat supérieur à 35%. Sur cette tour Henri Ribière, en année N+2 après la livraison, on est en consommation sur la chaufferie gaz, c'est des kilowatts bien évidemment et pas des euros, parce qu'entre-temps on a une augmentation du prix, mais on a dépensé 38% de moins en degrés jour unifiés, c'est-à-dire en DJU. C'est-à-dire qu'on compare la même température et les mêmes règles, on est à 38%. Donc ce n'est pas une impossibilité, ça se fait et c'est possible. Le deuxième point, c'est la valeur verte. Certains me disent, mais ce n'est pas vrai. Je fais des travaux, mon immeuble ne vaut pas plus cher. Ça m'a fait dépenser 15 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 euros suivant la taille de mon appartement et je ne les récupère pas. Ce n'est pas vrai. Tour Henri Ribière, elle est place des Fêtes. Sur cette place, on gère plusieurs immeubles. La Tour Orient, la Tour Occident en face, la Tour Henri Ribière. Quand on regarde les prix de vente des appartements dans la Tour Henri Ribière par rapport aux deux autres tours pour lesquelles on n'a pas encore fait les travaux de rénovation énergétique, j'ai globalement entre 600 et 700 euros du mètre carré d'écart d'appartement, sur un prix moyen entre 6 et 7 000 euros, donc 10%. Oui, c'est non négligeable, c'est beaucoup d'argent et c'est une valorisation. Et aujourd'hui, on le voit, les copropriétaires cherchent cette amélioration, cette étiquette, bien évidemment au niveau énergie. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, le point important, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vous avez vu, vous êtes passé d'une partie, pardon, c'est pas, je ne peux pas revenir en arrière. Si. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà, il ne faut pas aller trop vite. Ouais. Quand vous étiez, vous voyez, en marron, aujourd'hui, on est en gris comme ça. On a changé la couleur de l'immeuble. On a amélioré l'architecture. Qu'est-ce qu'on a fait? On va revenir sur ce que l'on a fait, parce que c'est quand même un point important. Une tour de 18 étages, 180 logements, 15 commerces en pied d'immeuble. Un projet, 5 ans. Quand on vous dit on peut tout faire en 1 an ou 2, ce n'est pas vrai. Prenez 3 ans minimum pour arriver à votre projet. Quand votre projet est un peu plus important, c'est 4 à 5 ans. On a démarré. 5 ans, c'est depuis le début de. Depuis le tout début. Sensibilisation sensibilisation des copropriétaires, voilà. Explication avec le conseil syndical, réunion préalable pour dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce qu'on l'étudie, est-ce qu'on n'avance pas. Vous avez vu, c'est 10 réunions préalables en moyenne avec le conseil syndical. Ça ne se fait pas en 3 minutes, ça ne se fait pas en 3 fois. Et bien évidemment, 3 AG pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'aux premières assemblées générales, on a présenté le projet avec le conseil syndical, l'architecte et l'AMO. On leur a dit, voilà, on voudrait avancer sur une rénovation énergétique et globale de la copropriété, améliorer les choses. On a présenté les projets, on a réfléchi, on a discuté. On a fait ensuite des réunions où les copropriétaires intéressés sont venus nous rejoindre. Et on a créé, à partir de ces copropriétaires intéressés, une commission spécifique pour ces travaux. Et là, on a réussi à faire avancer les choses. Bien évidemment, en assemblée générale, ça ne marche que si vous arrivez à 2 choses. 1, embarquer les copropriétaires avec vous. 2, leur donner les informations en toute transparence. Un copropriétaire, que le montant soit de 1 million, de 3 millions ou de 5 millions d'euros de travaux, ce qui l'intéresse, c'est combien ça lui coûte à lui, combien il a de reste à charge et comment il peut le financer en 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si vous ne donnez pas cette information en assemblée générale, ce n'est pas la peine d'y aller. Aujourd'hui, c'est le reste à charge que nous demande le copropriétaire. Et ça se calcule bien évidemment individuellement. Et c'est là où il faut aller rechercher un AMO ou un ingénieur financier qui va venir accompagner les copropriétaires. Pourquoi? Parce que vous avez des aides globales, des aides de la ville parfois, du département, des aides complémentaires du style sortie de bouclier, sortie de passoire énergétique, aides de travaux complémentaires, installations spécifiques. Oui, toutes ces aides-là, il y en a pour certains 20, 30 aides différentes. Est-ce que vous serez éligible à toutes ces aides? Peut-être pas. Est-ce qu'il y en a qu'il faut aller voir? Oui. Est-ce que c'est le rôle d'un spécialiste? Aucun doute là-dessus. Et ce n'est pas le syndic, votre spécialiste. Ce sont les AMO et les ingénieurs financiers qui vous accompagnent. Pourquoi? Parce qu'en plus de toutes ces aides, il y a des aides individuelles pour chaque copropriétaire. Individuelles parce qu'il est bailleur d'un côté, individuelles parce qu'ils ont le droit pour certains, ménages modestes, très modestes ou avec des aides spécifiques, à obtenir un complément par rapport aux aides copropriété ou aux aides globales. Et ça, c'est le point important à chiffrer. Vous l'avez compris, ce qu'il faut quand on est syndic, c'est expliquer, réexpliquer, réexpliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire plus. Il faut
dédramatiser les travaux. Et ça, c'est souvent une difficulté. Ils ont tous peur que les travaux durent très longtemps. Oui, ils vont durer longtemps. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est organisé? Oui. Est-ce qu'il y aura des difficultés dans certains appartements pour des petites choses? Aucun doute. Mais le but du jeu, c'est d'avoir des entreprises qui interviennent correctement, qui sont sur place, qui font le suivi de toutes les difficultés au jour le jour, d'avoir un architecte qui suit tout ça, un AMO qui a bien analysé les choses et qui sait comment on fait les choses. Et là, bien évidemment, c'est de l'accompagnement. C'est à chaque fois un petit bouquin ou un petit livre ou un cahier où chaque copropriétaire va venir indiquer ses difficultés chaque jour. Cahier qui va être consulté par le chef de chantier et l'architecte tous les jours. S'il ne vient pas tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Oui, on sait qu'il y aura ces petites choses-là, mais il faut dédramatiser parce qu'à la fin, globalement, on va justifier les économies. Et ne croyez pas qu'on justifie les économies à la fin du chantier. Il faut déjà avoir attendu d'avoir tourné une année complète pour pouvoir donner les chiffres, pour pouvoir donner la réalité, pour pouvoir comparer. Et ça marche. Et ça marche, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les copropriétaires sont contents. Ceux qui ont subi ces travaux chez eux viennent l'expliquer. On reçoit dans les copropriétés qui ont fait ces travaux de nombreux groupes de copropriétaires qui viennent. Et on les reçoit. La dernière fois, c'était au mois de début octobre, à la Tour Henri-Ribière, un samedi matin avec l'Agence parisienne du climat. On a reçu 22 copropriétaires d'immeubles différents, de tout Paris et de régions parisiennes. C'était quand même extraordinaire. Je ne veux pas finir sans vous parler en images de ce qui s'est fait. Parce qu'au départ, on ne comprend pas. On explique les choses. Voilà ce qui se passe. C'est un petit exercice tout simple. C'est une vidéo prise avec des drones au moment où on faisait les travaux. On a démonté la totalité de la façade. On a remplacé la totalité des protections. On les allège en dessous des fenêtres. En réalité, c'était vide. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a un doublage qui fait à peu près 30 cm. On a changé toutes les fenêtres. On a rajouté des volets roulants en complément. Donc, fenêtre à double vitrage à rupture de pont thermique, volets roulants complémentaires, doublage de la façade et réfection de l'architecture de la façade, c'est un point. On a rajouté aussi le changement de la partie de la chaufferie, qui était une chaufferie gaz, pour une chaufferie gaz à condensation. Bien évidemment, haute performance énergétique, oui. On a rajouté encore un point complémentaire. On a refait l'étanchéité de la toiture terrasse. Vous le voyez, je vais vous le montrer. On va revenir en arrière, le voilà. Hop. Ici, sur la partie terrasse en haut, vous voyez, ils sont en train de préparer les choses. Ils vont refaire une étanchéité avec une épaisseur pratiquement de 12 cm en complément. Ça, ce sont des travaux importants. Oui, 2,5 millions de travaux. Sur ces 2,5 millions, à l'époque, 466 000 € d'aides et subventions collectives. Des aides individuelles complémentaires pour certains copropriétaires. On a des copropriétaires qui ont payé en moyenne entre 10 et 20 000 € ou 25 000 € en fonction de la taille d'appartement. Les ménages modestes et très modestes, il y en a un, il a payé 1 750 €. Pourquoi? Parce qu'il a eu le droit aux aides individuelles complémentaires. Ouais. Donc vous voyez, on y arrive, on fait les choses, ça se passe. Oui. Et on était avec Eco-Rénovons Paris, première version. Aujourd'hui, dans la deuxième version à Paris, on aurait eu pratiquement 300 000 € d'aide en plus. Est-ce que Olivier, en termes de reste à charge, vous avez le chiffre? Bon, alors ça dépend bien entendu de chacune des situations, parce que ce que vous décrivez, c'est que effectivement, il faut faire un travail d'accompagnement avec chacun, oui. Parce que chacun a une situation particulière. Donc il y a un gros travail, là je parle aux AMO en amont, il y a un gros travail en amont de suivi des copropriétaires pour estimer leur situation personnelle. Est-ce que la reste à charge, vous avez des chiffres en tête? Parce qu'il y a des économies d'énergie, voilà, donc on paye moins d'énergie. Voilà, clairement, le reste à charge pour le copropriétaire le plus modeste, on était à 1 750 €. C'est un copropriétaire qui avait un studio tout simplement. Et les autres, globalement... Ça, c'est sur l'année. Hein. Ça, c'est sur l'année. Oui. Mais c'est pas grand-chose. Et on a des économies qui sont très importantes. Pratiquement sur le chauffage, on est à plus de 35 ou 36%. Il faut demander à Cénova, c'était notre AMO sur cette partie-là, sur cet immeuble. On avait comme ingénieur financier en plus Vert Durable. Et ces calculs-là ont été faits, on refait 3 fois pour arriver au définitif, sachant qu'à chaque fois, bien évidemment, on a monté un crédit éco-PTZ collectif. On a monté un crédit pour les subventions à obtenir et on a monté un troisième crédit qui est le crédit pour le reste à charge. Ouais. Donc il y a un boulot, là, on parle pour le syndic, colossal. Il y a un boulot colossal pour Conseil le syndic syndical aussi, colossal. De copropriété, c'est-à-dire qu'il faut faire équipe, faire corps pour aller sur ce projet. C'est
c'est vous qui pilotez finalement les réunions ou c'est le conseil syndical qui les pilote? Comment ça, où ça se marche? Là, dans cet immeuble-là, ça s'est passé avec le conseil syndical. C'est la présidente du conseil syndical qui a piloté la plupart des réunions, assistée par le syndic bien évidemment, l'architecte et la MO. Si tout le monde n'était pas là en même temps et n'avançait pas dans le même sens, on n'aurait pas fait les choses. Et ça, c'est un vrai travail d'équipe. Ne croyez pas qu'il faut être tout seul. C'est pas vrai. Le tout seul n'arrivera à rien. Voilà, merci Olivier pour cette présentation. On va revenir, on va avancer tout de suite. On avait dit donc effectivement, vous avez fait le lien avec Lucien pour Cnova. On va parler quelques minutes des types de diagnostics qu'il faut faire. Voilà, c'est la touche blanche pour avancer. Des types de diagnostics qu'il faut faire pour faire son projet de rénovation globale. Effectivement, merci pour la transition. Il faut bien parler le micro. Est-ce que tout le monde entend? Super. Merci pour la transition. Effectivement, donc, je me présente. Je m'appelle Lucien Hirtz. Je suis responsable commercial en charge du marché de la copropriété chez Cnova. Donc, qui est Cnova? Cnova, c'est une agence de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on accompagne les copropriétés en tant que maître d'œuvre, mais aussi en tant qu'AMO dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc Cnova, c'est aussi, je dirais avant tout, une entreprise à mission qui a pour objectif de contribuer avec enthousiasme à la rénovation énergétique des bâtiments en France. Et donc notre mission, c'est d'accompagner les copropriétés dans leurs projets de rénovation globale de leurs bâtiments. Donc Cnova, aujourd'hui, c'est plus de 500 copropriétés accompagnées dans toute la France. C'est 60 collaborateurs répartis dans 5 agences, à Lille, à Grenoble, à Montpellier, à Lyon et à Paris. Et c'est 13 ans d'existence. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler des outils que vous avez à votre disposition, vous en tant que copropriétaire, dans votre projet de rénovation globale. Et pour vous montrer comment vous, en tant que copropriétaire, vous pouvez enclencher ce projet-là dans votre copropriété et comment nous, en tant que maître d'œuvre, nous pouvons vous accompagner en ce sens et je dirais vous faciliter le travail ou en tout cas vous donner tous les éléments techniques, pédagogiques et de gestion de projet et de management que nous, on peut vous apporter en tant que maître d'œuvre. Donc Cnova, en tant que maître d'œuvre, il a cette spécificité d'avoir toutes les compétences sous le même toit, donc les compétences d'architecte, les compétences d'un bureau d'études, on en parlait des ingénieurs thermiciens, et des compétences d'accompagnement financier, donc en tant qu'AMO. J'ai mis une photo effectivement d'un autre exemple de rénovation globale d'une copropriété que nous avons accompagnée à Paris 15e, qui est la résidence Castagnari. Donc, comme je l'évoquais, moi, en tant qu'agence de maîtrise d'œuvre, Cnova peut vous accompagner de A à Z dans votre projet de rénovation énergétique. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, en tout cas lorsque vous, copropriétaires, avez un projet de rénovation énergétique, c'est de fonctionner en 3 grandes étapes. La première étape est la phase qu'on appelle de programmation. Elle est incarnée aujourd'hui par une mission qui s'appelle le diagnostic technique global. La phase de programmation, c'est une mission qui est abordable financièrement et qui ne demande pas un investissement important pour la copropriété en termes de temps et d'argent. Cette mission a pour objectif de tirer un temps zéro, un état actuel de votre copropriété, sur l'aspect architectural, l'état de vos équipements, l'état de votre façade, l'état de votre bâtiment en général, et aussi sur l'aspect énergétique. Quelle est la performance énergétique de votre bâtiment? On ira en fait regarder lors de cette phase, on fera un tour de votre copropriété, des appartements, et on ira regarder quelles sont les qualités de votre bâtiment et les pathologies. C'est l'occasion d'ailleurs de s'apercevoir, voilà, je n'avais pas de retour son, c'est l'occasion d'ailleurs de voir s'il y a des problèmes qui n'auraient pas été su avant et de découvrir peut-être de problèmes ou de dire finalement il y a des problèmes peut-être graves qui sont moins graves qu'imaginés. Effectivement. Donc l'objectif du DTG, du diagnostic technique global et de la phase de programmation, c'est effectivement d'identifier les pathologies du bâtiment. C'est que vous ayez à votre disposition un bureau d'études ou une agence de maîtrise d'œuvre qui puisse venir sur place, regarder quelles sont les pathologies de votre bâtiment. L'objectif de cette phase de programmation est que vous ayez à la fin de cette phase un livrable de préconisation de travaux qui est incarné aujourd'hui par le PPT, qui s'appelle le plan pluriannuel de travaux et qui est réglementaire, qui est une obligation réglementaire aujourd'hui pour les copropriétés et qui vous permet d'avoir la liste des travaux que vous, copropriétaires, devez mettre en œuvre sur votre copropriété dans les 10 prochaines années. Donc l'objectif de cette phase de programmation est d'avoir un regard global sur votre copropriété et d'identifier toutes les pathologies et les préconisations de travaux que vous devez mettre en œuvre pour améliorer votre bâtiment
en termes de structure, en termes de pérennité du bâtiment, mais aussi en termes de performance énergétique. Vous aurez la visibilité en termes architectural, mais aussi en termes énergétiques de la liste des travaux que vous devez réaliser pour assurer la santé et la sécurité des copropriétaires, mais aussi pour améliorer la performance énergétique de votre bâtiment. Suite à cette phase, suite à l'identification d'un programme de travaux, vous pouvez aller beaucoup plus en détail à l'occasion d'une deuxième phase. Si vous, conseil syndical ou copropriétaire, vous souhaitez mettre en œuvre un programme de travaux, vous pouvez passer dans une phase qu'on appelle la phase de conception, où le maître d'œuvre ira beaucoup plus en détail dans l'étude des travaux. On ira sélectionner, suite à la phase de programmation, un programme de travaux que vous aurez choisi, et on ira l'étudier en détail. Sur le plan architectural, ce que vous voulez sur votre façade, est-ce que vous voulez du bois, est-ce que vous voulez un autre isolant, quelle couleur? On ira regarder en détail ce que vous, copropriétaire, vous souhaitez mettre en œuvre sur votre copropriété, sur la chaufferie, sur la toiture, sur les caves, sur les façades. L'objectif, c'est que vous ayez un projet de travaux clé en main pour l'exécuter dans une troisième phase. L'idée, c'est que vous ayez un dessin architectural, un projet architectural avec une visibilité des performances énergétiques que vous allez faire, mais aussi des devis d'entreprise, puisque lors de cette phase, on va aussi consulter 3 à 5 entreprises par poste de travaux. 3 à 5 entreprises sur le lot de façade, 3 à 5 entreprises sur le lot de toiture, 3 à 5 entreprises sur la chaufferie. L'objectif, c'est que vous ayez un carnet de bord, clé en main, avec tout ce que vous souhaitez réaliser, tout ce qui peut être réalisé sur votre copropriété, et des entreprises, des devis fermes à votre disposition. Avec l'obtention des devis, on peut aussi faire c'est le rôle de l'AEMO, vous en avez parlé, proposer un accompagnement financier. Donc face à ces coûts, l'objectif de l'AEMO, c'est de vous proposer un moyen de financement. Comment je vais financer ces travaux? Quelles sont les aides disponibles? Aujourd'hui, dans nos projets de rénovation, on arrive à financer environ 30% des travaux grâce aux aides actuelles. Donc le rôle de l'AEMO, justement, lors de cette phase de conception, ça va être de dessiner copropriétaire par copropriétaire, d'identifier les aides accessibles pour chacun des appartements et de pouvoir financer ces travaux. Et suite à cette phase, une fois que vous avez votre projet architectural, des devis et un plan de financement, on peut passer sur la troisième phase qui est l'exécution. Et là, en tant qu'agence de maîtrise d'œuvre, notre rôle, c'est de vous accompagner, effectivement un accompagnement journalier au quotidien, mais des visites aussi sur place, hebdomadaires, pour justement suivre l'avancée des travaux et répondre à vos questions qui peuvent arriver lors de la phase de travaux. Pour faire un laïus aussi sur le rôle de l'agence de maîtrise d'œuvre et d'AEMO, Cnova, nous, on propose d'intégrer la mission d'AEMO au sein de notre entreprise. Donc l'AEMO, effectivement, peut être dissocié de l'agence de maîtrise d'œuvre. Donc vous avez une agence de maîtrise d'œuvre qui est là pour piloter le chantier et à côté, une autre entreprise qui s'occupera de la partie financière. Chez Cnova, on a choisi d'intégrer la mission d'AEMO. Donc on a nos compétences en interne, on a les ingénieurs financiers pour accompagner les copropriétaires sur la partie de financement de leur projet de rénovation. L'intérêt, l'avantage d'une telle configuration, c'est que vous ayez un seul et unique interlocuteur de la phase de programmation, donc l'audit, l'état actuel de votre copropriété, jusqu'à la phase d'exécution, et cela sur toutes les compétences architecturales, on en parlait, d'ingénieur thermicien, on en parlait, et d'AEMO. L'objectif pour vous, copropriétaires, mais aussi pour le syndic, c'est de faciliter cet accompagnement, faciliter votre projet de rénovation et de vous donner toutes les billes pour le réaliser. On aime bien chez Cnova prendre un exemple, c'est l'exemple de la locomotive. Vous, conseil syndical, vous êtes bien le moteur de ce projet de rénovation. Agence de maîtrise d'œuvre, il serait le cheminot, celui qui vous accompagnera dans le pilotage de ce projet. Et donc l'objectif dans un projet de rénovation, c'est bien de vous accompagner, de vous faciliter justement la tâche. Mais il faut bien savoir que c'est bien les copropriétaires qui sont bien le moteur de la rénovation globale. Et en tant qu'agence de maîtrise d'œuvre, on vous accompagne en ce sens. Ouais. Merci à vous. Si on revient sur la précédente diapo, là, Benjamin, juste une seconde, je voulais poser une question comme ça, voilà, sur la diapo sur laquelle il y a les différents plannings. Ouais. Voilà. Parce qu'Olivier en parlait, effectivement, il faut que le conseil syndical, que le syndic fasse des assemblées générales. Et donc, elles interviennent à quel moment par rapport à ce programme, finalement, les assemblées générales? Juste après, c'est-à-dire qu'il en faut 3? Effectivement, on parlait de 3 assemblées générales. C'est le minimum, ça? Je dirais c'est le minimum dans ce projet de travaux en 3 étapes. Une première assemblée générale pour voter la phase de programmation, une deuxième assemblée générale pour voter la phase d'exécution,
et une troisième assemblée générale pour voter la phase de conception, je veux dire, et une troisième assemblée générale pour voter la phase d'exécution. Donc les assemblées générales elles interviennent en amont hein, de chacune de ces des phases. des Effectivement. étapes. À chacune des phases, vous, copropriétaire, vous aurez un livrable, un rapport de la mission, et vous déciderez si oui ou non vous souhaitez poursuivre votre projet de rénovation. Olivier disait minimum, juste pour reprendre le micro, Olivier, pourquoi minimum? Il y en a d'autres qu'on peut imaginer, c'est déjà pas mal. Là, je réponds les choses. La plupart du temps, pour arriver à partir sur le plan pluriannuel de travaux, il faut déjà expliquer ce que c'est, où on va, comment on veut avancer. Souvent, il faut 2 réunions pour avancer. Ensuite, une fois que vous avez votre livrable avec le plan pluriannuel de travaux, le syndic doit le présenter à l'Assemblée générale. Et dans certains cas, les copropriétaires se rendent compte du montant des travaux. Et vous avez la première Assemblée générale, on va dire, une digestion difficile du montant des travaux à réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que, oups, c'est beaucoup, il faut que ça rentre dans la tête, il faut expliquer. Et c'est souvent l'année d'après qu'on va dégager les budgets, qu'on va voter l'exécution des travaux et la conception. Et c'est souvent cette difficulté qui est là. Quand on leur dit, effectivement, au départ, ils pensaient qu'il y aurait 700 ou 800 000 euros de travaux. Quand vous arrivez avec 2,5 millions, vous avez d'un seul coup dans la salle un blanc. Et ce blanc, c'est une réalité. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a que 2,5 millions. Il faut dire que vous aurez sur ces 2,5 millions, globalement, à peu près 800 000 euros d'aide. Ce qui est quand même beaucoup aujourd'hui par rapport aux premières aides que l'on avait auparavant. On était aux alentours de 450 ou de 500 000 pour 2,5 millions. Là, on va être pratiquement à 800 000, ce qui est quand même un montant important, et je ne parle que d'aide collective. Et ensuite, rajouter le complément à titre individuel. Oui, il y avait autre chose que vous voulez préciser, Lucien? Je voyais que vous me regardiez. Non, tout va bien. Tout va bien, donc bon. Des AG. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il faut faire les travaux, souvent 1 à 2 ans. Pour les travaux. Donc, quand je vous dis 5 ans, c'est pas faux. On a déjà passé 3 AG plus la réalisation des travaux. Ça va être la durée de votre projet. Oui, alors juste, Olivier, gardez le micro. Finalement, quand on fait des travaux aussi, on diminue les coûts d'entretien parce qu'on est souvent sur des bâtiments sur lesquels c'est des copropriétés qui sont dégradées. Oui. Et donc, alors, dégradées, non, pas toutes. Hein. Bon, il y a des dégradations, mais voilà. pas toutes fragilisées. On va dire une obsolescence. Et du coup, on se dit, il y a une opportunité, on remet à neuf, et donc on a un entretien après qui est diminué aussi. Donc ça, il faut l'intégrer dans l'équation financière. Il faut l'intégrer. L'exemple le plus simple, c'est que vous avez de nombreuses infiltrations par la façade. Aujourd'hui, quand on a ces nombreuses infiltrations, on doit faire des réparations. Réparations provisoires en urgence, à la corde la plupart du temps, donc beaucoup plus cher que quand on fait des vrais travaux de ravalement qu'on a organisés et pour lesquels on a pu obtenir des devis et faire une vraie mise en concurrence. L'urgence, la plupart du temps, vous faites votre concurrence, votre mise en concurrence avec 2 devis spécifiques parce qu'au niveau cordis, vous n'en aurez pas 15 pour intervenir pour réparer. Et là, vous allez vous retrouver avec des montants à chaque fois plus importants que si vous faites les travaux en global. Lucien. Moi, si je devais rajouter quelque chose, je pense qu'avec ce forum, vous voyez qu'un projet de travaux, effectivement, ça se construit à plusieurs. Ça prend parfois du temps. Donc c'est important, lorsque vous choisissez votre équipe, de choisir les personnes avec qui vous avez une relation de confiance, une relation de transparence et avec qui vous vous sentez accompagné et sécurisé. Donc lorsque vous faites le choix effectivement de votre maître d'œuvre et de votre AMO, je pense que l'aspect pédagogique dans un projet de rénovation est clé et même au cœur de ce projet. Donc évidemment, ça fait partie des critères de choix lorsque vous choisissez votre agence de maîtrise d'œuvre. Oui. Eric, je fais réagir Eric Balèche pour SPEBI aussi sur ce sujet. C'est qu'aussi, quand on fait des installations de chantier, finalement, on fait une rénovation globale. On a tout intérêt à tout faire en même temps plutôt que de venir faire des interventions d'urgence et puis après revenir pour faire une partie et ainsi de suite. Alors, effectivement, c'est un point très important de ne pas avoir à saucissonner les travaux. Parce que si on fait petits bras, c'est petits bras fois les installations de chantier. Les installations de chantier, qui comprend également on parle des installations de chantier, mais il y a également les échafaudages, c'est à peu près 30% du budget. Donc si vous faites à chaque fois 30% du budget, parce qu'une fois vous faites le balcon, une fois vous faites l'étanchéité de toiture, et puis en plus, au niveau des aides, il y a un souci parce qu'il faut faire une économie d'énergie de 35% pour bénéficier des aides. Hein. Donc il y a tout intérêt à tout faire en même temps.
Voilà, il faut atteindre la performance énergétique de 35%. Et après, les droits de voirie également. Et après, effectivement, si on fait que des installations de chantier, on n'a plus le budget pour faire les travaux. Alors, pour continuer, Julien, on avait dit, donc on a deux sujets là. On va parler la travaux en eux-mêmes, puisque vous faites de la ventilation. C'est un gros enjeu aujourd'hui, la ventilation. Alors, à la fois sur la partie énergie et puis sur la partie qualité de l'air intérieur. Alors, on sait qu'on est de plus en plus souvent dans nos logements, il y a plus de télétravail, et donc il faut bien maîtriser l'aspect ventilation. Il faut lui donner la zapette. C'est juste ça. Merci. Donc, pour me représenter, Julien Gibert, responsable d'agence au sein de la société VTI. Donc, aujourd'hui, VTI, c'est un fabricant de systèmes de ventilation qui existe depuis aujourd'hui 39 ans. On a au catalogue 24 systèmes de ventilation. Aujourd'hui, environ 1200 entreprises nous font confiance en France. Donc, VTI est aujourd'hui membre de plusieurs associations, donc notamment l'Association française de la ventilation, de Uniclimat et de l'AVEMS, donc ce qui nous permet aujourd'hui d'être au fait des nouvelles réglementations notamment, et de faire partie d'un cercle d'interlocuteurs en ventilation aujourd'hui. Donc nos engagements au sein de la société VTI, ça va être d'avoir une qualité d'air intérieur justement optimale, sans pour autant dégrader le niveau de confort énergétique. On essaye toujours de faire la balance entre les deux, puisque l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui justement. Et chez VTI aujourd'hui, nous essayons de concevoir des solutions de ventilation le plus silencieuses possible. Donc voilà, comme je disais, le but c'est de garantir une qualité d'air intérieur optimale dans les logements, en concevant des solutions de ventilation connectées et à haute efficacité énergétique et environnementale. Aujourd'hui, une mauvaise ventilation, ça a donc plusieurs impacts, entre 14 000 et 20 000 décès par an, et 19 milliards... Ça c'est en France uniquement. Tout à fait, seulement en France. Et 19 milliards d'euros de coûts par an. Donc, ce qui va donner ces chiffres-là, ça va être notamment le tabagisme, l'humidité dans les logements, la cuisine, les acariens, tous les polluants qui sont du coup présents dans nos logements. Le principe de base d'un système de ventilation, aujourd'hui il est très connu, c'est le principe de ventilation dit générale et permanente. Donc il consiste à mettre des entrées d'air, donc une arrivée d'air neuf sur les fenêtres, un détalonnage des portes pour la circulation et l'air vicié qui est extrait par les cuisines, salles de bain et les toilettes. Donc là, je vais vous parler de différents types de bâtiments que nous allons retrouver dans la rénovation. Donc les bâtiments de type HBM, haussmannien, donc là c'est des bâtiments qui sont plutôt anciens, des années 50 aux années 30. Dans ces bâtiments-là, les soucis c'est que souvent on a un historique qui n'est pas très bien maîtrisé. On a beaucoup de restructuration aussi dans ce type de bâtiment. Et nous retrouvons aussi, on a très souvent peu de plans, donc voilà, très peu d'historique. Donc les démarches à entreprendre lorsqu'on a ce type de bâtiment, ça va être une cartographie des appartements, un recensement qui est obligatoire des modes de production d'eau chaude et de chauffage collectif, et un repérage et inspection vidéo de tous les conduits de ventilation qui sont présents dans les logements. Les solutions possibles, ça va être donc de la ventilation basse pression si les combles sont disponibles, une installation de VMC individuelle si on a des faux plafonds qui sont envisageables dans les logements, et aussi la VMC haute pression si la création de conduits est nécessaire. On a aussi du coup les bâtiments des 30 Glorieuses, donc là ça représente 21% des immeubles aujourd'hui. Donc ce sont des bâtiments qui restent tout de même anciens, sauf que l'historique est un peu mieux maîtrisé. Les plans sont souvent existants dans un peu plus de 50% des cas. Les conduits qu'on va réutiliser, ce sont des conduits dits shunts, donc on verra un petit peu après ce qu'un conduit shunt et ce qu'un conduit individuel. Les accès sont plutôt simples dans ce type de bâtiment et les structures sont souvent les mêmes. Les typologies des logements sont respectées d'un étage à l'autre. Donc dans ce type de bâtiment, les démarches à entreprendre, ça va être donc toujours la cartographie des appartements, un recensement qui est toujours obligatoire du mode de production d'eau chaude et de chauffage collectif, un repérage et une inspection vidéo complète de tous les conduits qui sont existants. Et donc les solutions possibles, ça va être les mêmes que sur les bâtiments HBM, donc une installation
soit en VMC traditionnel, VMC donc haute pression si la création de conduit est nécessaire. La VMC individuelle si un faux plafond peut être créé. Et la ventilation mécanique basse pression ou la ventilation hybride sur les conduits individuels qui sont réexploités. Donc on parlait de conduits individuels tout à l'heure, donc les voici, on les retrouve souvent du coup sur les bâtiments parisiens, sur les bâtiments de type HBM. Donc on les voit souvent, c'est des conduits qui sont donc individuels et qu'on retrouve dans les cuisines, les salles de bain, les WC, mais aussi dans les séjours et dans les chambres. Donc là on dit très souvent qu'un conduit égale un logement, donc un conduit, un logement, une pièce humide. On les voit très souvent, donc encore une fois, sur les bâtiments parisiens. Et le niveau de pression admissible de ces conduits, c'est 50 pascal. Donc c'est pour ça qu'on parlait de ventilation basse pression. Donc le but, c'est de réutiliser ces conduits. Qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de pression Alors, s'il y a trop de pression, on va créer des fuites. En fait, donc, dès lors que vous avez plus de 50 pascal, on crée des fuites dans le conduit. C'est un petit peu, on donne souvent l'exemple d'une montre. Une montre, si elle est étanche 100 mètres sous l'eau, et ben, si vous l'emmenez à 105 mètres, elle ne sera plus étanche. Et ben, un conduit, c'est pareil. Et du coup, ça va engendrer des coûts plus importants puisque les caissons vont devoir être plus forts et donc avoir une consommation qui est moins intéressante. Oui, donc ça c'est pour le système mécanique, mais si ça crée des fuites, donc on aspire de l'air finalement qui n'est pas lié à l'appartement aussi, hein, j'imagine alors. Tout à fait. En fait, on va aspirer l'air donc, du logement par ces conduits et donc le taux de fuite est très important dans ce type de conduit-là. Ensuite, on a donc un deuxième type de conduit existant. Donc là, on va parler des conduits chiens. Donc ils ont toujours une pression admissible de 50 pascal qui sont conçus pour le tirage naturel collectif. Donc là, on va avoir un collecteur qui va descendre, donc, qui va faire donc, toute la longueur du bâtiment, toute la hauteur du bâtiment, avec un piquage à chaque étage qui va venir donc, se piquer dans le collectif. L'avantage de ces conduits, c'est qu'ils ont une sécurité incendie qui est intégrée, donc pas de possibilité de communication des feux d'un étage à un autre. Voilà. Et donc l'assemblage est plus rapide sur ces conduits-là qu'en conduit individuel, et donc plus facilement traitable également. Voilà. Donc ces deux types de conduits-là, il y a donc un diagnostic qui est obligatoire avant début des travaux. Donc c'est tout d'abord donc déjà déterminer la nature de ces conduits. Donc est-ce que c'est des conduits chiantes, est-ce que c'est des conduits individuels ou des conduits de ventilation mécanique contrôlés. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces conduits? On va contrôler leur vacuité ou leur intégrité avec un passage caméra. Voilà, on va vérifier également que les pieds de conduit ne sont pas ouverts puisque ça va créer une dépression et du coup on va mal ventiler nos logements. Et aussi présence de modifications des conduits, donc des carottages qui peuvent être des fois sauvages. Donc voilà, il faut bien vérifier tout ça. Voilà comment ça se présente, hein. Donc en fait on va notamment mesurer, prendre des dimensions des conduits, donc faire un passage caméra comme on le disait, et un repérage, donc quel conduit va reprendre quel logement et sous quelle dimension. Voilà, donc ensuite, une fois que notre installation est terminée, on a des points de contrôle à respecter. On va prendre les débits de l'article 4 du 24 mars 82 pour la réhabilitation. On va faire des mesures de dépression dans les logements et on va aussi du coup vérifier que la notice d'installation du constructeur est bien respectée. Ça peut arriver alors du coup des fois là je vois il y a des contrôles qui sont faits après le chantier, Bien ça sûr. peut arriver que des fois on n'atteigne pas les valeurs légales? Alors si on ne les atteint pas, on fait en sorte de les atteindre de toute façon, mais si les notices d'installation en construction sont respectées et que les travaux sont faits correctement, il n'y a aucune raison qu'on n'atteigne pas ces valeurs en tout cas. Voilà, donc là on va parler des copropriétés postérieures à 1982. Il faut savoir qu'en 1982, la VMC est devenue obligatoire sur les bâtiments neufs. Donc là on oublie nos conduits chintes ou individuels, donc dits maçonnés. On va être sur des gaines en rigide en galva qui vont eux être donc pareil collectifs. Donc c'est sur des bâtiments qu'on va installer donc cette VMC, donc des bâtiments plus récents avec un historique qui est bien mieux maîtrisé, des plans souvent existants et donc c'est des bâtiments qui sont beaucoup plus simples à réhabiliter puisque très souvent on va remplacer l'existant par de l'équivalent au final. Voilà, donc les démarches à entreprendre sur ce genre de bâtiment, ça va être une cartographie des appartements, encore une fois obligatoirement un recensement des modes de production d'ECS
et un repérage aussi, toujours, et inspection vidéo de tous les conduits. Et donc les solutions possibles, comme je disais, c'est la modernisation du système de VMC ou le remplacement par un système équivalent. Voilà. Donc là, vous avez un exemple justement d'une installation en ventilation mécanique basse pression. Donc à Issy-les-Moulineaux, il y avait 123 logements. Donc là, vous voyez donc le caisson qui est à droite, à côté des édicules ascenseurs, donc avec un réseau de gaines, et donc les plénums de raccordement qui vont se mettre en tête des conduits. Donc là, on était en conduit shunt notamment. Donc c'est une solution qui est sous avis technique, qui existe en autoréglable et en hygro, et qui est éligible au C2E, donc au certificat d'économie d'énergie. Voilà, il y a une petite variante à ce système-là. Donc c'est toujours un système de ventilation mécanique basse pression, mais qui lui va se poser en tête de souche. Donc voilà, donc comme je disais, on a un confort acoustique absolu, puisqu'on est à 27 décibels à 400 tours minute et 45 à 800 tours minute. Donc ça, c'est en sortie d'extracteur. Donc dans vos logements, voilà, il y a un confort acoustique qui n'est non négligeable en basse pression. C'est dû au fait que justement, on tourne plus doucement qu'en VMC traditionnel, en fait. Et là, vous avez donc un exemple de ventilation naturelle et hybride, donc à Lyon, 48 logements. Donc le système hybride dit Hyrovent, qui fonctionne en fonction aussi et de la vitesse des vents et du tirage thermique. Donc en fonction des conditions météo, en fait, les extracteurs vont s'arrêter pour donner place à un mode naturel qui va, lui, du coup, faire en sorte de consommer moins à l'année. Donc c'est une solution qui est aussi éligible au C2E. Voilà les contacts. Alors, juste, vous parliez de consommation énergétique des systèmes des moteurs. Est-ce que ça représente combien c'est des moteurs C'est très très peu. Sur un système de ventilation, on va compter pour environ 20 logements, une trentaine d'euros par an, donc au global. Donc au final, ça représente entre 3 et 4 euros par an par logement. Ouais. La partie, là on parlait d'audit tout à l'heure avec Lucien pour Cénova. Vous avez besoin de faire un audit aussi pour savoir ce que vous devez installer, comment vous devez l'installer, s'il y a des travaux à faire au préalable. Tout à fait. Vous le faites ça avant le devis, j'imagine, c'est avant la phase de maîtrise d'œuvre. Tout à fait. Alors on va intervenir, nous, tout au long du projet, donc de la phase conception à la réalisation jusqu'à la fin des travaux. Donc on va intervenir avec des syndics de copropriété, avec des bureaux d'études, des architectes, pour trouver la bonne solution à vos projets. Et ensuite on fait un suivi tout au long du chantier, donc justement pour voir si l'opération se passe bien et si les règles de l'art sont respectées. Lucien, s'il y a plusieurs sociétés, vous disiez on fait faire plusieurs devis. S'il y a plusieurs sociétés, elles ne vont pas toutes faire le même diagnostic. S'il y en a une qui fait un diagnostic et c'est mutualisé entre les différentes entreprises, c'est partagé ou pas? Vous parlez de quel les diagnostics, là je parle de VMC. Est-ce qu'on disait qu'il fallait descendre une caméra, aller dans les conduits pour vérifier que c'est en bon état? Il n'y a pas besoin de le faire 3 ou 4 fois si on fait 3 ou 4 devis, on le fait une seule fois. Et c'est partagé entre les différentes sociétés. Est-ce que c'est ça? Je parle de Lucien ou Julien. Oui, tout à fait. En fait, ça c'est un repérage qui est fait avant travaux par une entreprise. Alors ça, il n'y a pas besoin de le faire par plusieurs entreprises. C'est un diagnostic avant travaux qui est fait, donc soit par le bureau d'études, donc forcément qui mandate une entreprise pour le faire, mais qui est fait toujours avant conception du projet en tout cas. Effectivement, si lors de la phase d'audit, par exemple, il est constaté qu'il y a des pathologies à l'intérieur du système de ventilation, il peut être recommandé par le bureau d'études ou le prestataire en général qui aura réalisé l'audit de passer par un diagnostiqueur spécialisé pour analyser justement ces conduits de ventilation. Je vous recommande d'attendre la recommandation justement de l'audit avant de... VTI, vous le faites systématiquement? Toujours, oui. Vous n'êtes pas d'accord alors là, mais c'est bien de ne pas forcément être... Non, mais alors, si. On le fait systématiquement, nous, puisque c'est tout simplement décrit dans nos avis techniques, et on ne met pas, nous, en gros, un système de ventilation si on ne connaît pas la nature soit de nos conduits, soit tout simplement s'ils sont intègres. Si aujourd'hui on a des conduits qui sont existants en toiture, mais qu'ils sont tous cassés dans les logements, par exemple, on ne pourra pas les réutiliser. Donc même si on ne fait pas forcément une inspection vidéo sur tous les conduits ou toutes les copropriétés, on va au moins se donner une impression visuelle de savoir s'ils sont présents ou non. Et voilà. Je vais répondre, le syndic, lui, il va faire les choses. Pourquoi? Parce que la ventilation est un point très important.
Donc la partie effectivement de vérification et de passage caméra, quand on va faire le DTG, le diagnostic technique global, il sera dedans. Et on va avoir besoin de ça. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, on ne va pas pouvoir utiliser les gaines de VMC, il va falloir en rajouter ou les modifier ou les réparer. Et ça, ce sont des points importants à connaître avant, parce que si vous mettez un double vitrage à rupture de pont thermique dans un appartement où on était en simple vitrage et où la ventilation ne va pas marcher, vous allez créer effectivement des désordres très importants dus à la condensation, dus au problème d'aération de l'appartement, et vous arrivez au résultat inverse de celui que vous voulez obtenir en faisant une rénovation énergétique. Mais effectivement, systématiquement, si la copropriété souhaite démarrer un projet de rénovation, le diagnostic de la ventilation est inclus. Il va être fait. Raphaël, oui, précision. Peut-être pour préciser, ce qu'on fait systématiquement, c'est une mesure de débit de ventilation. Et si les mesures des débits de ventilation sont satisfaisants, a priori, il n'y a pas besoin de faire un diagnostic plus poussé. Le bureau d'études n'a pas besoin de dire on va commander une analyse caméra de l'intérieur des réseaux de ventilation, qui effectivement est un peu plus cher. Donc, on se contente de d'abord regarder si ça marche. Et si ça marche, on va ensuite, dans nos cahiers des charges, expliquer sur la ventilation, il y a besoin de faire tout ça. Ensuite, les entreprises de ventilation, au moment où on en consulte 3, 4, 5, vont venir sur le chantier, ce qui va devenir un chantier, vont jeter un œil, mais pas non plus faire une analyse. Et une fois qu'une entreprise est retenue, eh bien, elle va faire ses travaux. Et elle-même, puisqu'elle va être responsable des travaux, va dire « Ok, ce qu'a calculé, regardez le bureau d'études, ça me va », ou au vu de mes obligations réglementaires, ou parce que je suis un bon professionnel, je vais remettre une couche de diagnostic pour être 100% sûr. Je comprends. Est-ce qu'on fait, on voit, bon, ça coûte très cher de faire entrer de l'air froid dans un logement, hein, c'est pour ça qu'il faut avoir une ventilation qui soit au bon niveau, et donc du coup il ne faut pas en faire entrer trop, mais pas trop peu, parce que finalement on a des problèmes de qualité de l'air intérieur. Est-ce que sur les rénovations globales, on installe des systèmes double flux, vous savez, avec des échanges de chaleur pour récupérer les calories qui pourraient sortir, ou c'est trop cher et finalement c'est compliqué? Alors c'est non seulement souvent trop cher, mais c'est aussi difficilement réalisable, puisque ça prend beaucoup de place aussi dans les logements. Dans nos bâtiments qui sont existants, le but c'est aussi de limiter les travaux dans les intérieurs logements. Et du coup, soit la casse, soit la création, forcément, qui va prendre beaucoup de place dans les logements. La double flux prend plus de place. Oui, parce que finalement, Olivier, il faudrait intervenir dans le logement si on se met à faire des doubles flux. Alors là, c'est plus la même histoire en termes de rénovation globale. On l'a fait dans certains immeubles où on avait des hauteurs sous plafond suffisamment importantes pour rajouter la partie de double flux. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu à un moment rajouter la partie là. Et on l'a mis uniquement dans les immeubles où ils voulaient avoir, grâce à ce double flux, un rafraîchissement en plus. Ne l'oubliez pas, on a des immeubles dans lesquels on nous a demandé, alors je ne parle pas à Paris, bien évidemment, vous avez bien compris, mais je représente aussi l'UNIS pour toute la France, et dans certaines régions, ils demandent effectivement à ce que ce double flux soit rafraîchi. Ce n'est pas de la climatisation, c'est juste un rafraîchissement de cet air qui permettra, pour certains, quand il fait 40 à l'extérieur, peut-être de souffler à 34, 35 à l'intérieur, et ce qui est déjà pas mal, et ce qui est un point important. Et on a d'autres immeubles dans lesquels on a déjà des CTA, des centrales de traitement d'air. Et là, il ne faut pas les oublier. Ce sont certains immeubles des années 70, de grande taille, la plupart du temps 15, 18, 30 étages, dans lesquels on a déjà ces centrales de traitement d'air qui soufflent de l'air pulsé, et bien évidemment en froid, en chaud, les deux. Et on a ce type d'immeuble dans certaines d'installations dans des immeubles un peu spécifiques, mais ça existe déjà. Allez, on va continuer donc avec Eric pour la société SPEBI, la ZAPET, c'est la ZAPET. Il faudrait presque plusieurs ZAPET aussi. Hein. Vous êtes devenu de plus en plus, vous allez devenir de plus en plus exigeant sur la manière dont vous avez besoin d'être équipé. Alors, on voit les diagnostics, et puis il y en a un qu'il ne faut pas oublier. On va en parler. C'est l'amiante, c'est le désamiantage, parce que entre autres, parce que effectivement, la mauvaise découverte, ça serait de découvrir en cours de chantier qu'il y a de l'amiante et qu'on l'a pas trouvé avant. Et donc du coup, ça va changer un peu la programmation. Alors, ça ne doit pas être en cours parce que voilà, exactement. Si vous avez un bon syndic comme à ma gauche, en théorie, il envoie et alors c'est le syndic qui mandate un diagnostiqueur amiante, et l'entreprise qui répond à la maîtrise d'œuvre doit avoir son diagnostic amiante. Ça, c'est la loi, c'est la réglementation qui l'impose. On ne découvre pas, une fois qu'on a fait notre devis, on ne vient pas nous expliquer après qu'il y a de l'amiante. C'est en même temps.
Voilà. Et pour pas justement que les copropriétaires aient de mauvaises surprises. Voilà. Et donc, il y a deux choses différentes. Il y a le diagnostic technique amiante, mais on ne va pas parler trop amiante, hein, je vous rassure, cher public. Il y a le diagnostic technique amiante, là, qui est l'ensemble des matériaux qui auraient pu être repérés un peu en amont. Et puis, il y a le repérage amiante avant travaux. Là, vous allez faire un vrai repérage. Le repérage amiante avant travaux, c'est-à-dire, c'est le but est de définir si sur chacun des éléments sur lesquels nous allons travailler, il y a de l'amiante ou pas. Chacun des éléments. Ce qui permet de faire le devis correctement. Et à partir de ce moment-là, il y a un mode opératoire. Alors pour le coup, c'est l'entreprise qui réfléchit à la façon dont on va appréhender la problématique. Est-ce qu'on fait, de la dépose de support amianté? Est-ce qu'on recouvre? C'est ce que l'on dit dans le jargon SS3 ou SS4. Et ça, ce mode opératoire est envoyé à l'inspection du travail, CRAMIF, et qui ne nous répondent pas si tout va bien. Oui. Donc, et normalement, tout va bien si c'est une entreprise sérieuse. C'est-à-dire qu'on a proposé un mode opératoire qui est conforme à la réglementation. Et ça, on attend 1 mois. C'est pour ça que une fois qu'on a l'OS, l'ordre de service, charge à nous d'envoyer le... Il y a un temps de démarrage, en fait. Oui, il y a des délais. Et notamment ce mois d'attente de la CRAMIF. À respecter. Allez, on va parler donc isolation thermique par l'extérieur et bardage. Alors, très rapidement, je vous présente la société SPEBI. SPEBI, c'est une entreprise du bâtiment, ravaleur à la base, qui s'est spécialisée dans la rénovation énergétique. Et donc, qui a différents dépôts, Ivry, Coignères, pour des questions logistiques parce que nous disposons de notre échafaudage. 103 salariés, donc un service des amiantages comme tu l'as dit Xavier, un service métallerie, un service bardage, un SAV parce que nous sommes ISO 9001 et un pôle méthode. Je reviendrai plus tard parce que comme ça a été évoqué précédemment, des travaux de rénovation énergétique, ça s'articule bien dans la préparation. On a bien vu des TG, diagnostic amiante, on va chercher les finances, un maître d'œuvre, un bon projet. Eh bien, une fois que vous avez fait ça, vous avez décidé de faire. Mais après, il faut faire. Et quand on fait, il faut le faire également de façon bien articulée avec des spécialistes. Et c'est pour ça que nous sommes organisés de cette façon-là, avec des services spécialisés. Et ce qui nécessite notamment d'avoir un pôle méthode pour la coordination de tous ces lots. Mais pas que. J'y viens, donc voilà. Juste un petit point sur les entreprises lorsque vous les sélectionnez. On parle de qualification. Alors, les qualifications sont des qualifications métiers décernées par Calibat. Sur chacun des corps de métier, elles sont obligatoires pour les marchés publics. Elles ne le sont pas forcément sur les marchés privés. En revanche, souvent recommandées par les assurances. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est quand même bien de s'assurer que parmi les entreprises que vous avez choisies, et il arrive que des conseils syndicaux demandent à avoir telle entreprise, attention, c'est bien, ils sont peut-être bien travaillés sur un pavillon, etc. Mais est-ce qu'ils ont les qualifications pour les travaux qui vont être demandés? Ça, c'est très important. Le chiffre d'affaires, bon, ben voilà, nous travaillons chez les bailleurs, donc c'est pour ça qu'on connaît bien le sujet. Moitié propriétaire, moitié bailleur, avec... en fait, la société existe depuis 55 ans, mais elle s'est vraiment développée il y a maintenant une dizaine d'années avec cette organisation mise en place pour justement pour répondre à des exigences de rénovation énergétique. Alors, typiquement, beaucoup de choses que nous sommes capables de faire dans une entreprise qui fait du ravalement de l'isolation thermique. Nous sommes des spécialistes, encore une fois. Donc, on emmène l'isolation thermique ou le bardage, ou quelquefois et le bardage, le désamiantage, l'installation de chantier et l'échafaudage, l'étanchéité de balcon, les changements de garde-corps, bref, toutes les parties verticales avec le flocage des plafonds de cave. Voilà.
En réalité, c'est souvent pas suffisant pour aller chercher les 35% de gains énergétiques nécessaires pour que les copropriétaires aient les aides. Et donc, il nous faut d'autres types de travaux que sont... je vais revenir un petit peu... pour revenir en arrière. Excusez-moi. Donc, il y a une multitude de travaux que les copropriétaires, syndics, doivent faire voter pour emmener les 35%. Et comme on le disait précédemment, éviter aussi, pas que pour les 35% de gains énergétiques, de saucissonner les travaux. D'abord, il y a une homogénéité. C'est quand même dommage de refaire une façade, de ne pas faire les balcons. Et puis, ça veut dire plus tard, tiens, ce serait bien qu'on fasse l'étanchéité de toiture, parce que vous allez payer à chaque fois des frais de voirie, vous allez payer à chaque fois des installations de chantier, vous allez payer à chaque fois des échafaudages. Donc, pour toute cette raison, il vaut mieux attendre 1 ou 2 ans, mais tout faire en même temps. Enfin, je vous recommande. Alors, une fois qu'on a tout ça, et qu'il faut rajouter d'autres lots, et souvent les lots qui manquent, ce sont la menuiserie, donc les fenêtres, la ventilation, comme tu as cité tout à l'heure, et l'étanchéité de toiture, tout ça on ne sait pas faire. Il y a un ordre, et donc c'est important de faire intervenir la méthode pour des travaux groupés. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on propose souvent de proposer des groupements pour lesquels nous sommes mandataires. Et donc, du coup, on pilote cette méthode. Pourquoi ? Parce que nous sommes les premiers arrivés, installation de chantier, et les derniers partis. Entre-temps, il y a bien sûr l'échafaudage, le désamiantage qui passe en priorité pour assurer la sécurité de tous les compagnons et des copropriétaires. La menuiserie et la ventilation se font en même temps. Et c'est après qu'arrivent les travaux d'étanchéité de toiture qui, pour le coup, peuvent aussi se faire en même temps, suivant les cas. Je suis toujours étonné quand des architectes me demandent dans quel ordre on va faire les choses. Non, c'est menuiserie et ventilation avant tout. Voilà. Donc, on a créé... décidément, j'ai un problème. Et donc, on propose des groupements. Donc il y a plusieurs façons d'aborder tout ça. Soit le maître d'œuvre fait des appels d'offres à ce qu'on dit à l'OTI, c'est-à-dire par lot, ou alors il demande à l'entreprise capable de le faire de créer un groupement et d'emmener des partenaires pour plusieurs raisons. Pour des raisons de rapidité, pour des raisons de coordination, et puis ça va peut-être vous étonner, mais pour aussi des raisons financières. L'intérêt administratif. J'insiste sur le groupement qui est conjoint solidaire, un petit peu comme un mariage. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se loupe, l'autre il est aussi responsable. Et puis c'est un mariage en CDI, parce que ça ne s'arrête pas une fois que les travaux sont terminés. Vous allez nous c'est une belle métaphore, peur, Eric. Non, parce que tous ces travaux-là sont sous garantie décennale. S'il y a un souci, il n'est pas question qu'on ne retrouve pas une entreprise parce qu'elle a déposé le bilan ou elle a été rachetée. Il y a un groupement qui sont tous solidaires et en premier lieu, ce sera le mandataire qui sera responsable. Ça, je dis ça, c'est pour rassurer aussi les copropriétaires. Il se passe beaucoup de choses dans le domaine économique aujourd'hui et c'est important aussi de sécuriser tout ça, il me semble-t-il. Après, pour les côtés pratiques, recensement des documents administratifs simplifiés, effectivement, c'est le mandataire qui recense les CABIS, les qualifications, les mémoires techniques et qui centralise tous les devis. Voilà. Les autorisations administratives sont accélérées, bien entendu, puisque on les fait pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est aussi notre service méthode qui font les demandes de mairie, en mairie, les voiries, les déclarations préalables, etc. Les affichages. Et puis, la facturation co-traitant, du coup, elle est moins chère parce que, en réalité, le syndic, comment dire, est en lien de facturation avec chacun des co-traitants. C'est-à-dire que le mandataire, en réalité, ne prend pas de commission. On ne prend pas de pourcentage dessus.
C'est complètement transparent. La facture, si c'est VTI, qui travaille avec nous, VTI va facturer le syndic. Voilà. SPB, on est juste voilà, on est observateur. Donc ça, c'est quand même important de limiter déjà cette sous-traitance qui n'est pas forcément indispensable en fait, hein, quand on l'organise de cette façon. Deuxième point, alors ça c'était sur la partie administrative. Sur la partie technique, il y a les réunions préparatoires. Et les réunions préparatoires, on parlait des installations de chantier, et bien les installations de chantier, on les fait pour tout le monde. La sécurité également. Alors quand je dis on les fait pour tout le monde, j'ai une petite anecdote qui est assez récente. Il y a 3 mois, on avait travaillé de façon à l'outil et il y avait un lot qui intervenait pour quelques semaines. Et le CSPS lui demande, au moment avant que les choses démarrent, il dit mais vos compagnons vont aller aux toilettes où? Alors il dit parce que il n'est pas question qu'ils fassent dans la copropriété. Hein. Alors il dit non, surtout pas. Il dit mais ils font comment? Alors il dit je leur donne 2 € et puis ils iront au café et puis comme ça ils feront leurs besoins. Et là le CSPS lui dit mais vous savez qu'il n'y a pas un café à moins de 5 km. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote amusante mais en réalité qui est bien pratique. L'installation de chantier, quand on est en groupement, on la fait pour tout le monde. Voilà. Et ça évite ce genre de désagrément. Parce qu'en réalité, bien sûr qu'ils vont faire dans la copropriété. Où voulez-vous qu'ils fassent? Meilleure coordination entre les lots. Alors, quand on parle de coordination, il y a bien entendu le planning qu'on a vu, l'ordre des choses, qui après est communiqué plus précisément, semaine par semaine. On sait par exemple que la menuiserie, se semaine 30 à 38. Mais ça, les copropriétaires également le savent. La gestion des déchets, la zone déchets, elle est définie par le mandataire, de stockage et des livraisons. Parce qu'il ne s'agit pas que tout le monde livre en même temps. Au hasard, au moment où tout le monde part au travail, et là, ça met la tambouille dans la copropriété. Donc tout ça, ça s'organise en termes de coordination. Et ensuite, comme je l'avais dit en préambule, mais c'est très important, l'ensemble du groupement est responsable si défaillance d'un co-traitant. Donc ça, c'est quand même un gros argument quand même, par les temps qui courent. Ok, quelques exemples. Quand on parle de coordonner la sécurité sur les chantiers, bon là c'est le cas d'un IGH à gauche. De plus en plus, on crée ce qu'on appelle des tours d'escalier, c'est-à-dire qu'ils viennent se mettre en saillie. Jusqu'à présent, les compagnons montaient dans les étages à travers l'échafaudage. Bon, à partir de 5 étages, c'est assez récent en réalité. Vivement conseillé à partir de 5 étages de mettre une tour d'escalier. Voilà. Prenez bien le micro sinon on peut pas échafauder. Et également des ascenseurs monte-charge. Mais on en voit beaucoup. Voilà. Et un ascenseur monte-charge, ça c'est évidemment à partir de... Bon, ça c'est souvent imposé notamment à la mairie de Paris. Qui impose des ascenseurs monte-charge sur des immeubles. Alors après, ça dépend des quartiers, mais enfin, tout ça est en train de se mettre en place. En tout cas, là, on parle de sécurité également pour les alarmes, et là, c'est le mandataire qui s'occupe de ça, pour tout le monde. Alors, un exemple de rénovation énergétique sur IGH qui ressemble quelque peu à celui qu'on a vu précédemment, du bardage. Pour le bardage, quand les surfaces sont planes, on essaye de mettre ce qu'on appelle des BIMA, c'est-à-dire ces ascenseurs avec deux supports, un à gauche et un à droite, qui sont obligatoires à partir du moment où les compagnons doivent porter jusqu'à 200 kg de produits. Voilà, donc c'est un chantier où on a dû faire de l'ITE, du bardage et également des changements de garde-corps. Là, pour le coup, on avait plus de 200 kg à porter. Je dis on, mais c'était surtout eux. Un autre immeuble qu'on a mis en grande hauteur, alors je mets grande hauteur parce que c'est souvent les plus complexes à réaliser.
où là nous avions de l'isolation thermique, du désamiantage, de l'étanchéité de toiture, c'est à Saint-Denis. Petit point particulier, je veux voir Raphaël qui sourit, à droite c'est du polystyrène. On a fait ça. En fait, on n'a pas le choix sur les formes arrondies, il faut dire ce qui est. Là c'est un immeuble, on ne pouvait pas dénaturer l'immeuble. Et laine de roche obligatoire sur les immeubles grande hauteur. Mais lorsqu'il y a des formes particulières, on ne peut pas les réaliser avec de la laine de roche. Et à ce moment-là, on a cette possibilité avec le polystyrène. Donc on vient mixer les deux pour des points bien particuliers. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y a un peu de polystyrène quand même, quelquefois. Ah. Là, ça a avancé directement. Le meilleur pour la suite. Voilà. Donc sur l'aspect polystyrène, sécurité au feu, là, on a le droit de mettre du polystyrène quand même sur, Alors, on a le droit de mettre du polystyrène à la condition de mettre entre chaque étage ce qu'on appelle des bandes de coupe-feu, qui sont des bandes de laine de roche, qui évitent la propagation des flammes, tout au moins des fumées, d'un étage à l'autre. Là, je parle au syndic, pour les co-traitants, Olivier, finalement, vis-à-vis du syndic ou des copropriétaires, ça pose plus de problème, c'est devenu classique maintenant. Ça pose plus de problème, c'est que c'est aujourd'hui une possibilité que l'on connaît, que l'on met en œuvre. La difficulté, c'est quand on arrive à la mise en concurrence. Et on doit arriver à chaque fois, quand on a choisi ce système de co-traitance, avec 2 groupements. Parce que sinon, vous n'avez pas fait la mise en concurrence pour les travaux. Et sur un immeuble où on a fait voter les travaux là au mois de septembre, on avait 2 groupements qui étaient organisés, un géré par Bouygues d'un côté et l'autre par SPI de l'autre côté, mais ils étaient tous en co-traitant. Et bien évidemment, des montants de travaux, des co-traitants, chacun a présenté ses solutions, parfois des solutions différentes en fonction d'un groupement par rapport à l'autre, et c'est l'Assemblée générale qui a choisi ça. Mais pour pouvoir arriver au choisir co-traitant, on a fait déjà une première Assemblée générale où on leur a demandé s'ils voulaient qu'on travaille par lot isolé ou avec co-traitance, et leur réponse a été co-traitance. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 1000 copropriétaires, 23 bâtiments et 10 millions d'euros de travaux, ils ont préféré avoir en face d'eux un seul responsable, un seul pilote, un seul qui va être leur interlocuteur privilégié, même si nous, on va payer les co-traitants au fur et à mesure. Oui. Eric ? Clairement, c'est plus simple, et surtout s'il y a des gros travaux de rénovation énergétique, c'est quand même plus simple d'avoir un seul interlocuteur, un pilote. Mais il arrive, moi très sincèrement, lorsque je vois un appel d'offres arriver, la question je la pose au syndic, au maître d'œuvre, je propose. Et j'impose pas, bien entendu, parce que jusqu'à présent, c'est quand même quelque chose, une démarche complètement nouvelle, mais on voit bien, vous êtes bien obligés pour les préparations de travailler en équipe, et pourquoi nous, on ne travaillerait pas en équipe, c'est tellement évident. Alors, ce qui arrive, et nous, on a cette souplesse-là par rapport aux entreprises générales, c'est que, et c'est arrivé sur un dossier avec IDF Énergie qui me dit, ok, vous emmenez avec vous la menuiserie, la ventilation. Par contre, l'étanchéité de toiture, je préfère que ce soit à l'outil pour une raison X ou Y. Donc nous, on a cette solution-là. Et là, je dis à mon partenaire de l'étanchéité de toiture, tu vas y répondre tout seul ou tu ne réponds pas s'il n'est pas dans les 5. Mais on a cette souplesse-là qu'il n'y a pas forcément l'entreprise générale. Donc moi, je peux dire, voilà, vous pouvez me dire, la ventilation, on a nos habitudes avec... VTI, je préfère que ce soit VTI, mettez pas votre partenaire, ou alors mettez VTI s'il vous plaît dans votre groupement, et dans ce cas-là, c'est quand même le client qui décide. Voilà, merci Eric pour cette présentation. Alors on va continuer, Raphaël, pour Île-de-France Énergie, porteur du programme aussi Rénovons Collectif. On va parler de le rôle des prestataires. L'intérêt de la rénovation globale, c'est ce qu'on avait dit en préambule. Puis il y a une réponse sur laquelle j'aimerais quand même avoir, qu'on réponde à nos copropriétaires qui sont avec nous, c'est comment on démontre la rentabilité d'une opération de rénovation énergétique. Je vais essayer tout ça, merci. J'ai aussi la lourde responsabilité d'être le 5e, et normalement la tension d'une salle baisse intervenant après intervenant. Donc je vais peut-être vous poser 1 ou 2 questions pour vous réveiller. D'abord, savoir combien il y a de copropriétaires parmi vous. Vous pouvez lever la main, y compris ceux qui sont là à titre professionnel et qui sont copropriétaires quand même. Moi aussi d'ailleurs.
Ça fait une belle majorité de salles. Et parmi vous, combien considèrent que la rénovation de leur immeuble est finançable par toute la copropriété? Bon, ça me rassure, donc j'ai du boulot pour les 10 prochaines minutes, et peut-être les 10 prochaines années aussi. Et qui a tout compris et voit très clairement comment se lancer dans la rénovation énergétique? Parfait, 10 minutes et 10 années. Écoutez, je vais commencer, essayer d'apporter pas toutes les réponses, parce qu'elles sont un petit peu longues. J'ai aussi fait ça pour vous réveiller, mais aussi parce qu'il y aura quelques aspects qui ont été abordés par les intervenants précédents, et je pense que répéter, ce n'est pas un problème sur un sujet qui est important et qui n'est pas évident, puisque même si la rénovation énergétique est pilotée avec son syndic qui est un professionnel dans la majorité des cas, eh bien, il est piloté pour beaucoup par des non-professionnels. Et il y a quand même très peu de secteurs d'activité où des non-professionnels vont décider d'investissements très importants. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de les rendre aussi simples que possible, aussi clairs que possible. Nous sommes, à l'image de Cnova, à la fois maître d'œuvre et AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage. Je vais vous décoder ces termes parce qu'on a tous fait l'effort, on fait tous l'effort d'essayer d'être simple, mais parfois un petit acronyme ou un terme de jargon nous échappe, donc je vais essayer de les décoder le plus possible. Et nous, on s'est aujourd'hui occupé de 110 copropriétés sur des études avant travaux, ce qui veut dire qu'on a étudié la rénovation d'un peu plus de 17 000 logements. 3 900 les ont déjà engagés et les autres sont soit en phase d'études pour à peu près 10 000 d'entre eux, soit ont décidé que ce n'était pas pour tout de suite. Vous constatez que c'est la minorité quand même. Et surtout, en moyenne 48% d'économie d'énergie, ce qui veut dire que les 35% qu'on vous rabâche, ce n'est pas un objectif, c'est un minimum. Et que bien souvent, on pourra faire 40, 45, 50 ou 65%, c'est pas rare. Ce qu'on va faire, je ne me souviens plus si j'ai ça en slide après, mais ce qu'on va faire, c'est regarder le potentiel de travaux sur votre bâtiment et vous proposer d'aller chercher tout ce potentiel. On va faire une étude où on va regarder tout ce qui est possible. On va vous faire un scénario de travaux de rêve, tout ce qu'il faudrait faire, un scénario de travaux de cauchemar, c'est-à-dire entretien, maintenance, pas d'économie d'énergie, et puis un intermédiaire, c'est-à-dire on prend le scénario de rêve, mais on enlève, je sais pas, la toiture, parce que vous l'avez faite il y a 7 ans, et on ne va pas vous refaire l'étanchéité de toiture si elle était faite il y a 7 ans. Donc c'est ça le but, faire des scénarios de travaux globaux, cohérents, quelque part entre l'idéal et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire rien en matière d'économie d'énergie. D'abord, dans les motivations des copropriétaires, elles sont multiples, et heureusement parce que les copropriétaires sont multiples, vous êtes plusieurs à prendre des décisions, et quand on fait des votes de travaux, eh ben, on aime bien le plus possible se rapprocher de 100%, c'est un peu théorique 100%, on y est arrivé une fois, sachant qu'on fait que de grosses copropriétés, mais couramment, on est à 80%. Un vote de travaux à 51% vu le niveau d'engagement, on n'irait pas très à l'aise. Donc le but, c'est vraiment d'arriver à embarquer la grande majorité des copropriétaires avec des arguments qui seront donc différents. Pour certains, ce sera l'entretien de la copropriété à 40, 50, 60 ans, et c'est vraiment le moment de lui donner une deuxième jeunesse pour traiter ses pathologies, pour lui donner une nouvelle apparence. Ce que Olivier Safar montrait sur ses photos en montrant des immeubles de place des Fêtes, qui sont pour l'essentiel des 30 glorieuses d'après-guerre, et ben, il nous montre un immeuble qui a une très belle apparence parce qu'il a été entièrement revu du point de vue architectural et esthétique. La question de l'amélioration du confort. On pense beaucoup au confort d'été, de confort d'hiver, ne pas avoir froid l'hiver. Et de plus en plus souvent, ça ne vous surprendra pas, on vient nous dire « Ah oui, par ailleurs, on a trop chaud l'été aussi. Est-ce qu'on peut traiter ça en même temps ?» Et évidemment que ça se traite conjointement. Les économies d'énergie, alors selon les époques, on nous en parle beaucoup ou peu. Depuis quelques années, on nous en parlait peu. Depuis quelques semaines, c'est un sujet qui revient. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on consomme moins d'énergie et que la facture baisse, mais aussi qu'on se protège contre des hausses futures. Si les cours de l'énergie sont multipliés par 2, si les prix de l'énergie sont multipliés par 2 pour une copropriété, ça fera mal à tout le monde, mais ça fera bien moins mal à ceux qui ont fait une rénovation énergétique. Mise en conformité avec des réglementations, je pense que la grande majorité des copropriétaires ont en tête que les immeubles de classe EFG, les appartements de classe EFG ne pourront bientôt plus être mis en location. C'est une obligation. Il y en a une autre qui est un peu moins connue, c'est l'obligation d'isoler lorsqu'on ravale. Il est interdit de faire un ravalement sans isoler, sous peine de 75 000 € d'amende pour l'entreprise de travaux, le syndic, la copropriété et le maître d'œuvre. Bon, rassurez-vous, je n'ai jamais entendu que ça avait été mis en œuvre. Mais le but, c'est de donner un signal, c'est-à-dire dire aujourd'hui, ravaler sans isoler est une grosse erreur. C'est ça l'opportunité de déclencher une rénovation énergétique, c'est le besoin de ravalement. Donc ne ratez pas cette opportunité-là. Les ravalements, alors il y a un mythe qui dit que c'est tous les 10 ans. En pratique, c'est tous les 25 ans, en moyenne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une copropriété qui ravale sans isoler, sa prochaine opportunité, c'est 2047. Donc elle commet une grosse erreur à ravaler sans isoler.
Vous avez besoin d'un ravalement qui se profile. Comme tous les travaux, il ne faut pas les envisager au moment où c'est là urgent devant vous. L'immeuble commence à vieillir, vous savez que d'ici 3-4 ans, il faudra un ravalement. Et c'est le moment de lancer les différentes études dont on a parlé. Et puis l'augmentation de la valeur des biens, ça aussi, ça a été indiqué. On parle beaucoup de la valeur verte, c'est-à-dire un appartement dans les meilleures classes énergétiques se vend plus cher qu'un appartement dans les moins bonnes classes énergétiques. Mais on pourrait aussi parler de décote grise. Un appartement dans les moins bonnes classes énergétiques se vend moins bien qu'un appartement moyen. Et ça risque de ne pas s'arranger dans les prochaines années avec toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. Alors comment ça se fait? Je ne vais pas le faire trop en détail parce que ça a été fait précédemment. En plus, on a les mêmes étapes, mais on ne les a pas nommées exactement pareil, donc je ne voudrais pas créer trop de confusion. On a rajouté une qui est commune à tous, mais ne pas oublier qu'après, c'est pendant 30, 40, 50 ans, jouir de son logement rénové, plus confortable, plus agréable et moins onéreux à entretenir. Mais donc, la première étape, c'est celle qui est plutôt une étape de qu'est-ce que je peux faire? J'ai bien conscience qu'il faut faire quelque chose, que Cénova a appelé programmation, c'est-à-dire m'interroger sur les différents programmes de travaux, en faire une analyse un peu sommaire du point de vue architectural, énergétique et financier. Et ça coûte pas très cher. Alors, c'est quand même des investissements à chaque fois, mais on peut le faire même si on n'est pas bien sûr d'y aller. Couramment, 50 à 200 € par logement. Donc, on peut acheter ça même si on n'est pas sûr de faire des travaux. Et puis ensuite, on part en conception. La conception, c'est vraiment les tailles, on va tout faire jusqu'au détail pour commencer à travailler avec les entreprises de travaux. Bon, à la fin de cette conception ou au milieu de cette conception. Donc c'est le lien entre les études, la théorie et la pratique, ce que les entreprises de travaux et les industriels vont mettre en œuvre. Cette étape, elle coûte plus cher. 400 à 1000 € par logement. Donc ça, on ne l'achète pas par curiosité parce qu'on se demande si peut-être il faudrait que. On l'achète parce qu'on se dit qu'on va y aller, probablement. Donc c'est pour ça que l'étape de programmation est importante, c'est quand on n'est pas sûr d'y aller. Nous, on a beaucoup de copropriétés qui vont directement en conception. Parce qu'on leur dit, si vous savez que vous allez faire des travaux, gagnez un an, faites une conception. Si vous n'êtes pas sûr, faites l'étape précédente, diagnostic, programmation. Et puis après la réalisation des travaux, il ne faut pas oublier que dans cette étape qui suit l'Assemblée générale de vote des travaux, il y a quand même un temps un peu long avant que les travaux ne commencent, qui peut être frustrant, il vaut mieux que vous y soyez prêts, qui est une étape de mobilisation des financements. Les travaux sont votés, ils vont se faire, mais on doit mobiliser les subventions, mobiliser les prêts. Donc les travaux ne démarrent pas du jour au lendemain, malheureusement, on l'aimerait tous. Et rapidement, sur les différents intervenants, ça aussi ça a été montré, mais je choisis quand même de le montrer à nouveau. Je le montre sous une forme différente pour dire la même chose. Il vous faut plusieurs prestataires. D'abord du point de vue réglementaire. Le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'expert technique qui va vous apporter les solutions techniques, il est obligatoire pour avoir les aides. Il est obligatoire pour aller choisir l'entreprise sans malentendu, parce que sur des travaux complexes, si vous allez voir une entreprise de travaux en lui disant « Bonjour, vous pouvez me faire mon ravalement avec isolation », ils vont tout de suite vous dire « Mais attendez, c'est un peu court, faites-moi un cahier des charges précis, détaillé. Sinon, il y aura un malentendu grave, sérieux, et ça va mal se passer. » Donc, je pense que vous ne répondez pas s'il n'y a pas eu un cahier des charges. Donc, c'est lui qui va faire un cahier des charges très précis, qui va faire que les entreprises répondent sur quelque chose de très précis, qui font qu'il n'y a pas de malentendu entre la partie théorique des études, ce que vous voulez faire, et la partie pratique des travaux, ce qui va être fait. Donc l'architecte, maître d'œuvre architectural, sur la partie bâtiment, les façades, toitures, sol, menuiserie, fenêtres, et l'ingénieur thermique fluide sur la partie qu'on appelle les systèmes, donc la ventilation et le chauffage, le chaude sanitaire. Ça, c'est les maîtres d'œuvre, les experts techniques. Après, il y a ce qu'on appelle l'AMO, assistant à maître d'ouvrage. Donc lui, c'est celui qui va faire l'accompagnement humain, parce qu'il y a une dimension communication qui est énorme. Là, c'est plutôt M. Safar qui a beaucoup insisté dessus. Le syndic joue un rôle important, et les syndics sont de plus en plus formés et compétents. Mais enfin, former toute une profession, ça prend du temps. Et nous, pour avoir travaillé avec beaucoup de syndics, eh ben, on a vu des excellents au top qui tirent beaucoup, des motivés mais qui débutent, et puis des qui sont à la traîne. C'est normal, c'est un métier qui est en transition. Enfin, comme énormément de métiers sont en transition. Ils s'adaptent à un nouveau contexte et à des nouvelles exigences. Donc, le syndic, même s'il peut, selon les cas, apporter beaucoup un petit peu sur la communication, c'est important que l'AMO apporte un appui sur cette communication. Et puis l'ingénierie financière, qui, à mon avis, ne rentrera pas dans le métier du syndic. Voilà, je vérifie sur un plan, mais qui est vraiment une expertise en plus. Autant la communication, peut-être qu'un jour, ça pourrait être son métier. L'ingénierie financière, c'est bon, aller chercher les subventions, relativement facile, mais en faire des plans de financement individuels détaillés, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, l'AMO est également obligatoire pour avoir droit aux aides. Donc vous devez
à minima aller chercher un AMO, un architecte ou un bureau d'études qui fait l'architecture, un ingénieur thermique fluide ou une société qui fait tout en un. Là, l'avantage, c'est que vous avez un seul interlocuteur. C'est plutôt plus simple. Quand vous êtes content, il n'y a qu'une personne à remercier. Quand vous n'êtes pas content, il n'y a qu'une personne à engueuler. C'est plus clair, vous n'êtes pas à coordonner. Après, les inconvénients, c'est que vous n'êtes qu'un prestataire. Donc, certains veulent séparer. C'est vraiment un choix de la copropriété. Et les entreprises qui font ça, il y en a assez peu, mais elles font un volume de rénovation qui, à mon avis, est très, très significatif dans la part de marché. En gros, je vais être transparent, il y a 3 entreprises qui font ça bien. Elles s'appellent Reanova qui n'est pas là, elles s'appellent Cenova qui est là, et elles s'appellent Île-de-France Énergie qui est là. Et donc, rapidement, sur les questions financières, en copropriété, une rénovation, il y a un coût total, global, et on va en déduire les aides collectives. Les aides collectives, c'est d'abord MaPrimeRénov' copropriété, c'est la plus importante des aides, la plus grosse, et elle va bénéficier à tous parce que c'est une aide qui bénéficie au syndicat. Donc chacun, proportionnellement à ses tantièmes, va y avoir droit. Peu importe que la personne soit propriétaire occupant ou qu'elle mette en location son logement, qu'elle ait des revenus hauts ou bas, on y a droit, c'est la copropriété qui en bénéficie. Pareil pour les certificats d'économie d'énergie, c'est pour la copropriété, le syndicat de copropriétaires. Et puis après, il y a certaines aides pour les individus selon leur situation, selon leur niveau de revenu, des avantages fiscaux pour les bailleurs. Je ne vais pas détailler parce qu'on en a pas mal parlé, je vais aller directement à la question du prêt. Certains ont parlé du reste à charge. Les subventions, nous on constate sur nos projets une moyenne de 30%. C'est-à-dire vous avez 100 €, ce qui n'existe pas malheureusement, 30% vont, allez je vais être transparent, on est en moyenne à 25 000 € par logement. Et c'est gros. Alors j'espère qu'après j'ai mon graphique pour montrer que c'est plutôt rentable, mais en moyenne 30% va être apporté par subvention. Ça va de 20 à 40 selon les cas, mais 30% c'est une moyenne assez cohérente. Eh bien, il y a toujours un reste à charge important. Ce reste à charge, il est tout le temps sur nos projets, sur les vôtres aussi j'imagine, pris en charge par un prêt collectif. Un prêt collectif, c'est un outil extrêmement puissant en copropriété. C'est un outil, un prêt qui est pris par la copropriété. Il est passé en assemblée générale, c'est le syndicat de copropriétaires qui dit « Ok, je valide le fait que mon syndic gère un prêt pour moi ». Mais bien qu'il soit collectif, il n'engage pas les copropriétaires collectivement. Chacun va dire « Moi, je veux la totalité de ma quote-part. Moi, je veux une partie parce que je mobilise un peu d'épargne. Et moi, je n'en veux pas parce que je ne veux rien avoir à voir avec ça. » Chacun fait ce qu'il veut. Et si un copropriétaire ne rembourse pas correctement sa quote-part de prêt, eh bien, la copropriété n'est pas inquiétée. Il y a une forme d'assurance qu'on appelle caution solidaire qui va tout de suite payer à la place de l'emprunteur défaillant. Donc, c'est à la fois collectif, simple, beaucoup plus simple que des prêts individuels, mais il n'y a pas de risque collectif. Et ça permet aussi d'avoir des solutions de prêt pour quasiment tout le monde, parce qu'aujourd'hui, ces prêts collectifs sont en général accessibles, quel que soit l'âge, y compris très grand âge, des nonagénaires ont accédé à des prêts à 15 ou 20 ans. Et c'est essentiel, hein, parce que s'ils n'ont pas d'accès au prêt, je ne sais pas comment ils payent. Ou au contraire, des gens qui viennent d'acquérir tout jeunes, mais qui sont à 35% de taux d'endettement, qui n'ont plus accès au prêt classique, peuvent aussi accéder à ce prêt. Donc c'est un outil très puissant et qui en plus est essentiellement à taux zéro parce que c'est l'État qui prend en charge les intérêts. Donc le prêt, c'est un outil essentiel. Et puis peut-être un mot sur la rentabilité. Pour vraiment faire un calcul de rentabilité, ne regardez pas, j'ai 25 000 € de travaux, je divise par je sais pas moi, 400 € d'économie d'énergie. Ce qu'il faut faire, c'est regarder votre quote-part de travaux, retirer les subventions, retirer les travaux que vous devez faire de toute façon, parce que quand vous faites une rénovation énergétique, vous deviez faire de toute façon un ravalement, vous deviez faire de toute façon une étanchéité de toiture. Donc il y a plein de travaux qui sont non énergétiques, mais qui sont dans le programme, et retirer les économies d'énergie. Et calculer comme ça, calculer correctement par un ingénieur financier, oui, ça vaut le coup financièrement. Calculer par une division un peu simpliste, ça ne passe pas. Il y avait une question là sur les prêts qui viennent. Je sais que tu es pris par le temps. Hein. 1 minute. Tu nous fais la gentillesse de rester presque jusqu'à la fin. Et quand vous faites des financements, donc vous avancez les aides, est-ce que ça peut arriver que finalement le législateur, dans sa grande sagesse, change la règle d'aide et donc du coup, ça change quelque chose pour la copropriété ? Quand il y a un prêt avance d'aide qui est mis en place, parce qu'en plus du prêt collectif à adhésion individuelle que je viens de décrire, la banque va vous mettre en place un prêt d'avance d'aide. C'est-à-dire que les aides, c'est très utile, c'est essentiel pour votre projet, mais elles arrivent à la fin. Or, vous en avez besoin pour payer les entreprises, qui ne vont pas vouloir être payées 2 ans après, évidemment. Donc, ces prêts avance d'aide, c'est des formes de prêts relais.
mais ils vont être mis en place une fois que l'aide est notifiée. C'est-à-dire que l'administration qui gère l'aide aura fait un document qui dit si vous mettez les travaux en place, vous avez droit à l'aide. Donc il n'y a plus de risque. Voilà, donc ça c'est sans risque. Allez, on te libère. Raphaël, on peut applaudir Raphaël. Vous, on reste sur scène. Merci Raphaël d'être venu. Nous, on reste sur scène encore quelques minutes. Merci à toi. Tu repars à vélo, donc c'est bien. Et merci d'être venu. Donc, on avait dit qu'on aurait quelques minutes de questions-réponses, bien sûr, cher public. Allez, vous avez des questions ? On va faire tourner un micro. Qui est-ce qui a une question à poser ? Levez la main. Shainez, voilà, si on peut attraper le micro. C'est Shainez qui va gérer le micro. Viens. Morgane va te donner le micro. C'est monsieur qui est devant. Merci, Mourad. Voilà, monsieur. Oui, je voulais savoir à quel moment intervient le diagnostic amiante, parce qu'on n'a pas entendu parler. Voilà. Et la deuxième, j'ai entendu le monsieur parler de DO Assurance. Quelle est sa place dans ce type de chantier Alors, je vais commencer par l'assurance dommage ouvrage. C'est ce qu'on appelle la DO. C'est une assurance quand vous faites des travaux importants qui est obligatoire. Elle est à souscrire par le syndicat des copropriétaires et elle est en fonction du montant des travaux que vous allez réaliser et des travaux éligibles. Mais si, effectivement, vous n'avez pas cette assurance dommage ouvrage, certains travaux ne peuvent pas être engagés. Donc il faut le savoir, et c'est la plupart du temps l'assurance dommage ouvrage qui va vous demander les qualifications des différentes entreprises qui normalement ne sont pas obligatoires mais qui vont le devenir parce que vous avez souscrit une assurance dommage ouvrage. Ça c'est pour la première partie. Sur la partie amiante, normalement, avant de passer quelconque ordre de service, vous devez avoir fait le repérage de l'amiante avant travaux. Cette RAVT est obligatoire. La plupart du temps, quels que soient les travaux que vous allez engager. C'est-à-dire qu'on va devoir savoir s'il y a de l'amiante dans la colle, si vous avez des dalles qui sont posées au sol en lino. Est-ce que la colle contient de l'amiante ou pas ? Si vous avez des garde-corps avec des parties vitrées à l'intérieur, vous avez un joint qui tient la partie vitrée. Est-ce que dans ce joint, il y a de l'amiante ou pas ? Souvent, il y en a. Je vous le dis parce qu'on est passé par là et on a fait ces repérages qui nous ont dit, bah oui, tous les balcons ont, dans les parties garde-corps vitrées, les joints sont tous amiantés. Même chose sur la partie du sous-sol où on devait intervenir. C'est avant d'arriver aux caves, on avait un espèce de rez-de-jardin. C'était des dalles en lino. Et ben, quand on a décollé une dalle, on s'est retrouvé avec de l'amiante dans la colle de la dalle. Bien évidemment, des difficultés. Voilà, des précisions, Eric, sur l'amiante. Oui, sur l'amiante. Alors, une fois que le syndic ou le maître d'œuvre nous a envoyé le diagnostic amiante, l'entreprise établit un devis en prenant compte de cette amiante à déposer ou à recouvrir, mais on imagine le mode opératoire que l'on va faire. En réalité, on s'engage sur un prix sans savoir si ce qu'on va proposer sera ou pas accepté. C'est pour ça qu'il faut avoir une entreprise, un service amiante hyper compétent, parce que pour le coup, on chiffre quelque chose, il faut qu'on soit certain que ce soit validé. En l'occurrence, c'est pas validé, ce que je disais, en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas validé par le syndic, c'est pas validé par le maître d'œuvre, c'est validé par la CRAMIF et l'inspection du travail. Voilà. Donc nous, c'est une relation qu'on a avec eux. Et vous pouvez compter sur eux. Ils vont venir voir sur le chantier, voir si on fait vraiment ce que l'on a annoncé sur notre devis. Ouais. Une autre question. Voilà, madame. On vous amène le micro. Comme ça, c'est enregistré. C'est diffusé en live sur le public qui nous écoute. Bonjour, merci pour la qualité des interventions. J'ai une petite question. Vous avez beaucoup parlé qu'il y avait presque une obligation de prendre un AMO, une maîtrise d'ouvrage pour aller chercher des financements. À quel moment et pour quel type de copropriété c'est intéressant ? Puisque moi, je suis copropriétaire d'une copropriété de 12 lots. Donc, on a une chaudière à changer qui est au gaz collectif, des toits terrasses et un ravalement isolation. Et on se pose la question... Est-ce que ça vaut le coup de faire ces diagnostics ou est-ce que c'est pas mieux d'enclencher directement les travaux ? Lucien, allez. Lucien, comme ça on fait tourner le micro. Merci Olivier. Les prêts collectifs sont intéressants pour toutes les copropriétés. Du moment qu'il y a des travaux de rénovation énergétique, donc ils sont accessibles. On a parlé de prêts à taux zéro.
c'est effectivement le prêt collectif le plus avantageux pour aider le financement de projets de rénovation énergétique. Donc à partir du moment où votre copropriété enclenche un programme de travaux avec un gain énergétique avéré, vous pouvez bénéficier de ces aides, ces prêts de tiers financement. Oui. L'AMO est obligatoire de toute manière. Je vais répondre très clairement. Quand vous êtes en rénovation énergétique, AMO obligatoire, mais prise en charge par l'ANA. Vous avez le droit, en fonction de certains immeubles, à des prises en charge à hauteur de 5 000 € pour la partie de l'AMO. Donc si effectivement vous engagez, si vous n'avez pas d'AMO, vous n'aurez pas l'aide de l'ANA sur ma prime Rénov CoPro, clairement. Vous n'aurez pas l'aide sur la partie AMO et vous n'aurez pas peut-être certaines aides complémentaires de votre commune ou de votre région. Donc le point est obligatoire. Ce sont des AMO spécifiques qui sont validés par l'ANA. C'est-à-dire qu'un ne peut pas dire « moi je suis AMO demain ». Il faut d'abord qu'il soit vraiment AMO et qu'ensuite il soit validé par l'Agence nationale de l'habitat et votre conseiller France Rénov dans chacune des villes ou des régions ou des départements. Oui, Olivier, suffisamment. On peut dire aussi que les travaux ne vont pas se réaliser s'il n'y a pas d'AMO, parce que c'est un acteur essentiel, comme on disait, il va manquer dans l'équipe. Alors, il va manquer dans l'équipe, ça c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'il faut coordonner la totalité de vos travaux, l'organiser, faire que les choses se passent correctement et surtout être là pour vous accompagner. Le syndic, il va passer les ordres de service, mais il faut les rédiger, il faut analyser, il faut faire les conceptions de tout ça. Vous avez peut-être un architecte, un ingénieur thermicien, mais votre AMO, il va être là pour vous aider à comprendre, à analyser les devis, à analyser le cahier des charges s'il a été fait par l'architecte ou l'ingénieur thermicien, pour être sûr que vous êtes bien dans les clous. Et ça, c'est aussi son rôle. Même s'il a un rôle aussi d'enquête sociale, pour aider les copropriétaires qui sont modestes ou très modestes, il va pouvoir intervenir pour demander les aides à titre individuel de ces copropriétaires-là, que le syndic n'a pas le droit de faire. Nous n'avons pas le droit de demander les revenus de chacun de nos copropriétaires. Et pourtant, pour obtenir les aides individuelles pour les ménages modestes ou très modestes, il faut connaître leurs revenus. Voilà. Allez, une dernière question, juste pour madame. On vous amène le micro. On a dépassé un peu le temps, mais... c'est pas grave. C'est pour le plaisir. Allez-y. Bonjour à tous. Je voulais juste savoir, lorsqu'une copro a déjà des impayés de charges importants, je voulais savoir si au niveau de l'éligibilité, toutes peuvent accéder justement à ces aides. Imaginez une copro, elle a 15 ou 20% d'impayés de charges. Comment ça se passe? Parce que là, il y a un vrai problème dans notre Vous avez le droit en plus à des aides spécifiques quand vous avez un fort taux d'impayés par l'ANA. Vous avez le droit pour la partie de sortie de passoire énergétique, mais vous avez le droit aussi pour des copropriétés avec des forts taux d'impayés. Vous avez le droit à des aides complémentaires. Et ça arrive dans certaines copropriétés où on a lancé, là, c'est un immeuble où on vote 1 200 000 € de travaux. Avec ces aides sorties de passoire énergétique et d'impayés, on est pratiquement à 550 000 € d'aide sur 1,2 million. Donc vous vous rendez compte, on s'envole au niveau aide collective. Et ensuite, il y aura des aides individuelles pour certains copropriétaires. Oui, on peut dire que donc les copropriétés un peu en difficulté... elle n'est pas en difficulté, celle-là. Mais elle est juste passoire énergétique. J'ai quelques copropriétaires qui ne payent pas parce que malheureusement, on en a dans certains immeubles. Et ceux-là ne payent pas. Pourquoi ? Parce que j'ai une difficulté sur le montant de l'énergie. Parce que là, j'ai le problème, je suis chauffage au gaz, bien évidemment, avec un prix qui était auparavant de 30 € le mégawatt. Aujourd'hui, je suis avec mon bouclier tarifaire à 65, donc c'est multiplié par 2. Et j'ai certains copropriétaires qui ne peuvent pas payer parce que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui pour certains. Voilà. On en a parlé ce matin, effectivement, avec Shainez, aussi de cette partie aide. Voilà, on peut les applaudir. Merci à vous toutes et tous pour cette conférence.